Voilà pour vous. Donc, par rapport aux divisions euclidiennes, c'est quelque chose que du coup vous aviez vu en vidéo, mais pas ici. Mais c'est aussi quelque chose que vous avez vu dans votre loin passé. Donc, quand on fait 78 divisé par 8, j'allais oublier, 178 divisé par 8, commencez toujours par prendre tout le morceau qu'on appelle le diviseur. J'espère que vous vous en souvenez. Hein? Il est simple comme mot parce que bah, c'est logique. Hein? Constructeur, c'est celui qui construit. Diviseur, ça va être celui qui divise. D'accord? Et c'est 8 qui divise 178. On est d'accord? Donc, est-ce que 8, ça rentre dans le 1? Clairement, non. Donc, je prends deux chiffres. Et je me dis, est-ce que 8, ça rentre dans 17? Alors là, oui, par contre. Et ça rentre deux fois. 2 fois 8, 16. D'accord? Je fais une petite ligne horizontale et je fais 17 moins 16. Ce qui me donne comme résultat précisément 1. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui, ok. Une fois que j'ai... Donc, vous voyez, j'ai trouvé le premier chiffre de mon quotient. Alors, ça va être le quotient, c'est-à-dire ce qu'on pourrait aussi appeler le résultat, même si ce n'est pas exactement correct. D'accord? Le quotient, dans tous les cas, c'est le résultat de la division, en général. Le résultat d'une division, en général. Ici, du coup, on va faire descendre le 8. Alors ça, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais dans ma tête, c'est un petit coup de marteau que vous lui donnez et il va descendre. D'accord? Donc le 8, il se retrouve juste à côté du 1, juste ici. Je vous le refais en noir. Et du coup, là, je juste rebelote, je recommence. D'accord? Et quand je recommence, du coup, je me repose la question, est-ce que 8, ça rentre dans le 18? Encore une fois, la réponse est oui. Et encore une fois, la réponse est 2 fois. Parce qu'encore une fois, 2 fois 8, ça va faire toujours 16. Donc, je le fais. Ça me donne 16. Et donc, je fais encore une fois la soustraction. Et je trouve 2. Alors, 2, c'est qui, du coup, dans tout ce petit jeu? 2, c'est le reste, effectivement. D'accord? Et pourquoi je sais que je dois m'arrêter? Parce qu'à ce moment-là, alors déjà, je n'ai plus rien à faire descendre au niveau du marteau, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, je remarque que 8, ça rentre plus dans le 2. Donc, je n'ai pas trop de moyens de continuer ma division. Et du coup, pour conclure, il faudrait juste utiliser cette écriture que je vous ai donnée ici. Dividende égale quotient fois diviseur plus reste. Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, on a identifié 3 sur ces 4 mots. Il nous reste juste un mot. Alors le diviseur, c'est celui qui divise. Le quotient, c'est le résultat. Le reste, c'est ce qui reste. Hein. Pas trop de fantaisie là-dessus. Mais du coup, il nous reste à identifier juste un morceau. C'est ce morceau-là. Ça s'appelle, lui, le dividende. Ok? C'est la chose que vous partagez. Parce que diviser, ça veut dire partager en fait. Vous savez, si vous avez 8 et vous le divisez par 4, ça veut dire comment je peux partager 8 pour 4 personnes? Je vais donner 2 à chaque personne. Donc le résultat de la division, autrement dit du partage, c'est 2. Donc le dividende, c'est la chose que l'on partage. Et du coup, si je remets tout cela ensemble, je vous avais donc demandé de m'écrire la formule dividende égale à diviseur fois quotient plus reste. Alors, mettons-le en bonne et due forme, du coup. Ça fait 178. Il va être égal à 8 fois... Excusez-moi, j'ai inversé. Ah non, j'ai bien dit. 8 fois 22 plus 2. OK? Et là, vous avez le droit de me demander, mais est-ce que ça marche? Et je vois que Sephora, je pense, est déjà en train de vérifier, c'est ça? Tu vérifies cette opération parce que j'ai vu que tu tapais... Ah non, pardon. Donc, effectivement, si on fait cette opération-là, soit on s'est trompé dans la division et du coup ça c'est faux, soit on a bien fait notre division et du coup ce résultat confirme ce qu'on a fait. Et effectivement, si on s'amuse à faire 8 fois 22, encore une fois, vous ressortissez de votre sacoche la multiplication posée, ça fait 8 fois 2, 16, mais il y a un qui reste, donc ça fait 2 fois 8, 16 encore une fois, donc 17, et il n'y a plus rien à écrire. Donc ça fait 176. 176, c'est donc cette partie-là, plus 2, ça fait bien 178. Bingo, j'ai gagné. Donc je suis très content. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, le 12, est-ce que ça rentre dans le 4? Non.
Donc, je prends 45. Est-ce que ça rentre dans 45? Oui. Et ça rentre 3 fois. Je fais 3 fois 12. 3 fois 12, ça fait 36, en effet. Or, 45 moins 36, ça fait 9. Alors, c'est le moment de marteler ce petit 6 là, qui va descendre et ça va faire 96. D'accord? Est-ce que 12, ça rentre dans 96? Alors ici, c'est banco parce que ça ne rentre pas simplement dedans, mais c'est même un multiple. En effet, je me rends compte assez facilement que 96, c'est très exactement 8 fois 12. D'accord? Donc si je fais 8 fois 12 comme ça, bah, ça va faire très exactement 96. Et donc là, je trouve rien du tout. Autrement dit, ça c'est un nombre, donc 456 est un nombre divisible par 12. Si je devais donc réécrire cette division avec la technique que je vous ai racontée auparavant, je dirais que c'est égal du coup à 456 égale à du coup mon diviseur qui est donc 12 fois mon quotient qui est égal à 38 plus le reste qui est égal à 0. Alors quand vous avez une telle situation, évidemment le plus 0, je vais un peu l'oublier quand même, ça sert vraiment à rien de l'écrire. Et donc je peux par exemple affirmer de cette affirmation que 12 divise 456. Autrement dit, 12 est un diviseur. Vous savez ces fameux mots. Diviseur de 456. Mais je peux aussi affirmer que 38 l'est aussi. Ça marche dans les deux cas. D'accord? Ce qui est intéressant parce que ça nous rappelle d'autres définitions que nous avons vues dans ce chapitre. Vous aviez aussi des exercices à faire pour aujourd'hui. Quelle joie! Alors, c'était des exercices de manipulation des fractions. Et je pense que vous pouvez profiter d'un petit moment de révision sur cela. Parce qu'en effet, ce chapitre-là est divisé en deux parties. Il y a une partie dans les nombres entiers, positifs et négatifs, et une partie dans les nombres rationnels, c'est-à-dire dans les nombres que vous exprimez sous forme de fractions. Irréductible, ça veut dire qu'on ne peut pas réduire. Donc, réduire, ça veut dire que vous avez un numérateur et un dénominateur, mais vous remarquez que ces numérateurs et ce dénominateur, ils ont quelque chose en commun. Par exemple, si je vous écris 14 divisé par 18, je pense que vous allez tout de suite remarquer que ces deux nombres-là sont des nombres pairs. Et s'ils sont des nombres pairs, ça veut dire que je peux les écrire comme 14, c'est 2 fois 7, clairement. Et 18, c'est 2 fois 9, toujours assez clairement. Et donc, ces deux qui apparaissent là et là, je peux les faire disparaître, autrement dit, effectuer une fameuse réduction. Et obtenir du coup que cette fraction-là est aussi égale à la fraction 7 neuvième. Ça, c'est donc une fraction qui était ici réductible, parce que j'ai pu la réduire. Et là, elle devient irréductible. Alors, pourquoi elle est irréductible? Pardon, j'ai mal écrit. Irréductible. Pourquoi elle est irréductible? Parce que maintenant, entre 7 et 9, il n'y a plus aucun facteur commun. Autrement dit, leur seul diviseur commun, c'est 1 ou moins 1. Je le répète, leur seul diviseur commun, c'est 1 ou moins 1. Ça, c'est la définition qu'on a donnée juste vendredi de qu'est-ce que ça veut dire irréductible. D'accord? Alors, je vous donne du coup quelques corrections. Est-ce que vous en avez certains que vous avez trouvé moins faciles que les autres? Ramin. Le E et le F, je vais commencer par ces deux-là. Alors, le E et le F, chacun, il est compris de deux opérations. Ah, c'est mignon, la F. Alors, Z, du coup, E. 3 divisé par 2 plus 1 quart. 3 divisé par 2 plus 1 sur 4. Si je ne me suis pas trompé à recopier. Hein? C'est ça? Ok. Alors, vous avez plusieurs manières d'y faire face. Eva, tu es toujours avec nous ou tu es ailleurs? Okay. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de effectuer les opérations que l'on peut effectuer. Ici, vous avez un dénominateur qui n'est pas écrit sous sa meilleure forme, donc on va juste essayer de le réécrire. Alors, je sais que du coup, le 3, je vais le laisser vivre tout seul, tranquillement sa vie. Et ici, je vais faire des opérations, donc je me le mets entre parenthèses juste pour m'éclaircir que je travaille là-dedans. 2 plus 1 sur 4. Alors, ici, clairement, le dénominateur commun, c'est 4 parce que 2 n'a pas de dénominateur. Donc, je me retrouve à faire 2 fois 4.
Ok? Donc ça, c'est 8 sur 4 plus 1. Vous êtes d'accord? Bon. Ça fait combien? 8 plus 1, ça fait 9. Donc ça devient 3 divisé par 9 sur 4. D'accord? Donc c'est une division qui a comme dénominateur une fraction. Oui. J'ai mis le dénominateur 4 en dessous du 2. J'ai écrit que 2 est égal à 8 sur 4 pour pouvoir l'additionner avec 1 sur 4. D'accord? C'est ce 2-là, d'accord? Celui qui devient ça. Donc, revenons à ça, du coup. 3 divisé par 9 sur 4. Là, il faut un petit, le rappel d'une petite règle. Alors ça, je vous rappelle, est aussi égal à, du coup, 3 divisé par 9 sur 4. D'accord? J'ai réécrit la même chose. Hein. Je vous rappelle qu'une barre de fraction, c'est la même chose que les 2 points du divisé. D'accord? Du symbole de division. Et du coup, je vous rappelle aussi que une division est la même chose qu'une multiplication fois, du coup, pas la même chose, mais l'inverse, c'est-à-dire la même fraction, mais dont j'inverse les numérateurs et dénominateurs. Autrement dit, ça, c'est égal à la même chose, donc 3 fois, du coup, attention, changement, 4 sur 9. Alors, je vous la refais. Ça se transforme en ça. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le symbole de division devient un symbole de multiplication et la fraction, elle est inversée. C'est-à-dire que le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Bon, ça s'inverse, quoi. D'accord? Donc, 4 sur 9 à la place que 9 sur 4. Et du coup, là, je peux continuer à faire mes opérations et dire que, du coup, ça fait 3 fois 4, 12 sur 9. Et là, je peux effectuer une simplification, une réduction, si vous préférez. Je peux remarquer que, en effet, 12 est égal à 3 fois 4 et qu'au dénominateur, j'ai 9 qui est égal à 3 fois 3. Donc, je peux faire cette sympathique disparition, c'est-à-dire la disparition du 3, et il me reste, du coup, 4 sur 3. Et ça, c'est irréductible, parce que maintenant, 4 et 3, il n'y a plus rien que je peux faire pour les décomposer. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la première. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous ai mis en évidence ici, là où il y a la flèche, là où je suis en train d'encadrer en violet, le passage le plus compliqué, d'accord? Mais une fois que vous avez compris celui-là, le reste est assez facile. Ça va, Romain? Et l'autre, c'était 3 demi plus 3 sur 1 sur 4. Bon, là, c'est la même chose, juste répéter. Par contre, j'ai déjà oublié. 3 demi plus 3 sur 1 sur 4. Alors, 3 demi, il est déjà écrit d'une façon que j'appellerais être lisible. Ça va, Sarah? À la place de regarder tes bagues, qui sont très jolies, mais à la place de regarder tes bagues, tu peux regarder juste ici. C'est comme ça. Oh, d'accord. Donc, 3 demi plus, utilisons la même règle que je viens de vous dire. C'est quoi 3 divisé par 1 sur 4? Je vous le relis en français encore une fois. Ça, c'est 3 divisé par 1 sur 4. 3 divisé par 1 sur 4. Et ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que ça, je peux le réécrire comme la même chose exacte, 3 demi, plus 3 fois 4 sur 1. Mais 4 sur 1, c'est 4. D'accord? Donc ça, c'est 3 demi plus, alors 3 fois 4, ça fait 12. Et du coup, ça, c'est 3 demi plus 12. 3 demi plus 12, ça va me donner du coup un dénominateur commun égal à 12. Ça, c'est 3. Plus, Bélaïd. Tu t'appelles Bélaïd? C'est nouveau, ça. Ça fait combien, du coup, Bélaïd? Ça doit nous donner un résultat de 12. Un résultat de 12, ça ne veut rien dire. On doit écrire quelque chose d'équivalent à 12, oui. Non, c'est pas divisé par 2. Il faut que la nouvelle chose, ce soit toujours 12, mais un 12 qui possède un dénominateur égal à 2.
Autrement dit, j'ai fait apparaître en dessous de 12 le dénominateur 2, tu vois. Si j'ai fait apparaître un 2 au dénominateur, ça veut dire qu'au numérateur, donc là où il y avait un 12, j'ai dû effectuer une opération. Si j'ai fait apparaître un 2 en bas, il faut que je fasse apparaître un 2 aussi en haut. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai multiplié 12 fois Non, 2. fois 2. Et 12 fois 2, ça fait 24. 24. C'est bien ça que j'ai écrit ici. Tu peux aussi les voir en te disant que 12 est tout à fait égal à 24 divisé par 2. Tu sais ça. Voilà. Donc ici, je me retrouve à faire 3 plus 24, ça fait 27 divisé par 2. Et 27 divisé par 2, c'est irréductible. C'était 6 divisé par 35 divisé par 9 et 6 divisé par 35 divisé par 9. D'accord? Ici, il vous l'écrit. Bon, allez, je le fais. 6, 35 et 9. Celui-là, c'est 6 divisé par 35 divisé par 9. Ça veut dire 6 divisé par 35 divisé par 9. Encore une fois, le français est votre ami. Utilisez-le pour décrypter ce qui se pose devant vous. D'accord? Ici, vous avez 6 divisé par 35 divisé à chaque fois par 9. Donc, je peux encore une fois utiliser la règle que j'avais mentionnée tout à l'heure pour dire que ça va se transformer dans une multiplication de 9 divisé par 35. Or, 6 fois 9, ça fait 54. Et là, je me retrouve du coup à 54 divisé par 35. OK? Alors, est-ce que je peux simplifier celui-là? Alors, malheureusement, non. Je vous dis juste que si vous l'écrivez avec leur décomposition en facteur premier, ce qu'on a étudié aussi la semaine dernière, ça fait très précisément 2 fois 3 fois 3 fois 3 divisé par 7 fois 5. Et comme vous pouvez le remarquer, en haut et en bas, pardon, il ne se trouve absolument aucun facteur qui soit en commun. D'accord? L'autre, la deuxième, la seule chose qui change dans la deuxième, c'est le fait que la fraction, elle est posée à un autre endroit. D'accord? Regardez la différence. Dans les deux, vous voyez, il y a une fraction qui est plus grande que l'autre. Ah, et d'ailleurs, je crois que j'ai fait d'abord y. Oui, c'est ça. La deuxième, du coup, c'est 6 divisé par 35, le tout divisé par 9. OK? Je vous la refais, du coup. Celle-là, c'était la deuxième. Celle-là, avec la grosse fraction ici. Et l'autre, c'est 6 divisé par 35, le tout divisé par 9. D'accord? Il nous indique avec l'ampleur de signe de fraction laquelle c'est qui divise laquelle. Ici, du coup, vous avez 6 divisé par 35 divisé par 9. Vous voyez la différence? Hein? C'est juste, ça dépend vraiment juste de où est située la grosse fraction. Eh bien, si je regarde ça, encore une fois, je peux exploiter la même règle exacte. Et la même règle exacte me dit que 6 sur 35 devient égal à, du coup, à la place d'écrire divisé par 9, je vais écrire fois. Eh bien, quel est l'inverse de 9? Ce sera 1 sur 9. Parce que je vous rappelle que quand vous avez un 9 tout seul, vous pouvez toujours rajouter le dénominateur égal à 1. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre. Donc ça, c'est égal à 6 sur 35 fois 1 sur 9. Et là, vous pouvez simplifier quelque chose, en effet. Parce que regardez, vous pouvez dire du coup que ça, c'est égal à 6 fois... Alors, 35 fois 9, ça fait 315. Et là, ce 315, vous pouvez le simplifier comme étant égal... Alors, le numérateur, il est égal à 2 fois 3. Et le dénominateur, il est égal à 7 fois 5 fois 3 fois 3. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez le faire. Là, je n'ai malheureusement pas le temps. Et là, vous remarquez qu'il y a un 3 et un 3 juste là. Et donc, je peux les simplifier. Et si je les simplifie, j'obtiens 2 divisé par... Alors, 7 fois 5 fois 3, vous pouvez me croire sur parole, ça fait très exactement 105. OK? Ça fait 35 fois 3, ce qui fait 105. Donc ça, c'est la fraction le plus simplifiée possible. Quelle était la différence entre les deux, encore une fois? C'était juste la position de la fraction. Regardez, dans un cas, elle est positionnée juste là.
C'est ça la grosse fraction. Et dans l'autre cas, elle est positionnée juste là. Et donc, il faut les distinguer, ces deux-là. D'accord? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans un cas, vous avez 6/35e divisé par 9. Et dans l'autre cas, vous avez 6 divisé par 35/9e. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Est-ce que ça va ou est-ce que c'est clair? Bon. Alors, pour éviter l'endormissement, maintenant, j'aimerais vous poser du coup ce petit exercice-là, le 54. Allez. On vient de dire que l'un, c'est l'agrandissement de l'autre. Du coup, ils ne sont pas égaux. Égaux, ça veut dire que c'est la copie. Parfait. Là, vous avez un agrandissement. Donc, c'est ce triangle-là, le triangle orange, qui est la version petite du triangle rouge. D'accord? J'ai fait les lignes tellement mal, j'ai honte. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, du coup, la chose qu'on peut dire grâce à ce magnifique théorème de Thalès, mathématicien grec qui a vécu à peu près il y a 2800 ans, on peut du coup affirmer que les rapports des côtés correspondants sont égaux. Les rapports des côtés correspondants sont égaux. Ça veut dire du coup que si je fais le côté long du premier divisé par le côté long du deuxième triangle, ça veut dire du coup que AC divisé par AD, hein, c'est ce rapport-là, d'accord? Et bien ce rapport-là, il va être égal au rapport du côté noir petit, du coup, divisé par le côté vert petit. D'accord? C'est-à-dire, tout cela va être égal à la fraction entre, alors, QC, et pour le grand triangle, ça veut dire DF. Est-ce que vous le voyez maintenant? Et si je fais ça, qu'est-ce que je trouve? Parce que moi, je connais les valeurs de ces côtés. Je sais combien ça vaut, par exemple, DF. Combien ça vaut DF? Sarah, ça va? Tu le vois que ça vaut 5? Parce que c'est dans un carré. Donc là, ça me dit en fait, ça, je la transforme en valeur numérique. Et je dis que du coup, ça fait... Je vous la réécris pareil juste en dessous. Hein. Là, j'ai 5. Ensuite, quelles sont les autres valeurs que je connais? Est-ce que vous pouvez me dire combien ça vaut AD? Vous êtes d'accord tous? Ça vaut 3 plus 4 plus 5. Ça vaut combien 3 plus 4 plus 5? Ça vaut effectivement 12. Et combien ça vaut AC? 7. Et combien ça vaut QC? 3. Pardon? Alors, QC, justement, c'est la chose que je ne sais pas. C'est la chose que je veux trouver parce que d'ailleurs, quelle était la question? D'accord? Moi, je veux calculer CQ. D'accord? Donc, la question va être justement de déterminer QC. OK? Et maintenant, par contre, ça va être simple de la déterminer. Ça va être simple de la déterminer parce que tout ce que j'ai à faire maintenant, ça va juste être de me concentrer un instant sur la chose que j'ai écrite ici. Et je vous rappelle qu'il y a toujours... Ça, c'est quoi en fait? C'est rien d'autre qu'une équation. C'est une équation, mais en fait, c'est un produit en croix. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre ce 5 qui se trouve là et le faire partir de QC et le mettre de l'autre côté. Et vous vous rappelez, quand une division qui se trouve d'un côté, je vais la faire passer de l'autre côté, j'effectue une multiplication. Je crois que c'est bien qu'il a dit, non? C'est Elliot? Bon, vous étiez très proche, pardon. Donc là, j'ai QC égale à, du coup, 7 sur 12 multiplié fois 5. Et cette multiplication fois 5, ça fait 7 fois 5. Tout à fait. Donc, ça fait 35 sur 12. Bah, moi, je ne veux pas la phrase en vert ici en grand. Donc, pas 2,666, c'est les résultats seront donnés sous forme irréductible. Donc,
je me rends compte que 35 douzièmes, c'est déjà la forme irréductible et donc je n'y touche plus. Ça, c'est déjà ce que je veux. 35 sur 12, c'est bon comme ça, ok? Donc maintenant, vous allez me faire la deuxième question et ensuite le calcul de l'air, s'il vous plaît. La deuxième, vous l'avez écrite normalement dans votre cahier. Vous pourrez regarder et prendre des notes dessus. C'était du coup dans cette deuxième question. C'était à l'aide des triangles ABP et ACQ, calculer BP. Alors, je me fais juste mes petits dessins. T'es allumé, toi? Ok. Donc, ici, les triangles qui m'intéressent, ce sont ABP et ACQ. Et la chose qui m'intéresse, c'est le côté BP. Donc, c'est BP et le côté correspondant dans le triangle ACQ, c'est celui-là. Et on compare les deux côtés BP et le côté avec le côté CQ. Et du coup, il nous faut deux autres côtés pour compléter le terme de Thalès. Et les deux autres côtés que je vous suggère, ce sont juste les côtés dont on connaît en fait la longueur. On va prendre du coup AB, juste là, et le côté long, donc AC. D'accord? Pourquoi je dis ça? Juste parce qu'en fait, on connaît toutes les longueurs, comme ça. Sauf, bien sûr, celles qui nous intéressent. En fait, on sait que, déjà, il doit être vrai que AB divisé par, du coup, son correspondant AC, et bien ça doit faire exactement la même chose que les côtés du triangle petit, donc APB, ce sera PB, qui est la chose qui nous intéresse, divisé par QC. Mais du coup, de ces quatre côtés, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, AB, on sait que ça fait 3. AC, ça fait 7, parce que c'est 3 plus 4. PB, c'est la chose qui nous intéresse, donc je vais le laisser écrit PB. Et QC, on sait que ça fait 35 sur 12. Voilà, voilà. Donc maintenant, je regarde juste ça et j'essaie de la développer pour obtenir la longueur de BP. D'accord? Donc je le fais à partir de celle-là. Alors je vais laisser PB fixe et je vais prendre par contre 35 douzièmes et le passer de l'autre côté. Donc juste, c'est exactement comme dans les équations, hein. Vous prenez un dénominateur et vous le passez de l'autre côté de l'égalité comme une multiplication. Et donc ça devient que PB est égal à 3 sur 7, qui était déjà de l'autre côté, fois du coup 35 sur 12. Mais avant de l'effectuer, est-ce que vous pouvez pas me dire s'il y a un truc que vous voyez qu'on peut simplifier? 35 douzièmes, on ne peut pas le simplifier parce qu'on avait dit déjà que c'est irréductible. On a un... Tu as dit quoi, pardon? 3 sur 7, non plus, on ne peut pas le simplifier. Mais par contre, on peut simplifier en diagonale. Voilà, donc 35 et 7, et 3 et 12. Comme ça. Regardez pourquoi. Moi, je sais que 35 est égal à 7 fois 5. Donc, je peux faire simplifier le 7 avec le 7. Et 3, je sais que 12, il est égal à 3 fois 4. Donc, je peux clairement simplifier le 3 qui se trouve en haut à gauche avec le 3 qui se trouve en bas à droite. Et donc là, je me retrouve avec 5 sur 4. Ça, c'est la longueur de PB. Je vais juste me le noter. PB, ça fait 5 sur 4. T'as posé une question, Sarah? Non, non. C'est 5 quarts. Oui, Asita? Oui. Non, je peux juste mettre le résultat. Oui. Non, on peut plus. Ça, c'est un exercice plus difficile que la moyenne. Parce qu'il y a de la géométrie mélangée. Donc, 5 sur 4. Ok, la dernière chose qu'il fallait faire, c'est de calculer l'aire du trapèze, vous vous rappelez? Ok. Ça, c'est très vite fait, et heureusement. Parce que du coup, maintenant, on connaît tout. Alors, l'aire, c'était 1/2 BP plus QC fois BC. Alors, BC, c'est 4. QC, c'est 35 sur 12. Et BP, c'est 5 sur 4. Tout cela fois 1/2, bien sûr. D'accord? Donc, je dois juste faire cette opération-là. Tac et tac. Et ça, ce n'est pas une opération très dure, heureusement. Parce que du coup, alors,
Vous savez que c'est une multiplication, hein. C'est deux multiplications et les multiplications, j'ai le droit de les faire dans l'ordre que je veux. Et bah du coup, moi je vais faire d'abord cette multiplication-là, parce que bah, je peux. Hein. Et donc je sais que 1 demi fois 4, ça fait 2. Et donc après, il me reste juste à effectuer l'addition dans la parenthèse. Là, j'ai quel dénominateur commun? Entre 4 et 12, des dénominateurs communs. Alors, soit vous faites 4 fois 12, mais du coup, vous allez faire beaucoup de calculs, soit vous remarquez que vous pouvez juste multiplier 4 fois 3 et vous obtenez 12. Donc, comme ça, je peux laisser 35 à droite. Et comme 12, c'était 3 fois 4, bah, le 5 qui se trouvait juste là, il va être multiplié fois 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. Donc ça, c'est égal à 2 fois 15 plus 35 divisé par 12. 15 plus 35, ça fait 50, tout à fait. Et donc, tout ça, ça devient juste 2 fois 50 divisé par 2. Excusez-moi, j'ai oublié le 12, pardon. Ok. Et donc, maintenant, une dernière simplification. Je remarque que 2 et 12, je peux les simplifier. Et donc, il me reste 50 divisé par 6. Est-ce que c'est une fraction irréductible et je peux m'arrêter là? Non. Qui a dit non? Oui, pourquoi? Exactement, on peut diviser par 2. Car 50 est un nombre divisible par 2 et 6 est un nombre divisible par 2, donc je peux diviser les deux par 2. Par contre, maintenant, je suis arrivé à la fin de mon long calcul et ça, c'est le résultat final. Ça, c'est l'aire du trapèze. N'écrivez pas de titre parce que je commence avec un exemple et puis je vous donne le titre. Okay? Alors, j'aimerais juste commencer par cet exemple avec vous. Alors, c'est un exemple qu'on va faire ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Mais juste, je veux que vous ayez déjà le blanc prêt à écrire. Ok? Concentrez tous. Regardez derrière moi. Ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Il y a juste des questions de rappel. Et ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire de nouveau avec cette fonction. Parce que oui, c'est un chapitre qui concerne encore une fois les fonctions, mais juste on va les voir un peu différemment aujourd'hui. On a une fonction f qui a été donnée par son graphique. La première question, c'est quel est l'ensemble de définitions? Vous vous rappelez, l'ensemble de définitions, c'est l'endroit où elle a le droit d'exister. Ok? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me répondre? Où est-ce que je trouve l'ensemble de définitions? Il y a toujours des bruits de téléphone qui est allumé. Donc, soit vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir mettre le silencieux sur un téléphone. Hein? Voilà, juste c'est un fait. Soit vous êtes volontairement irrespectueux. Donc, il y avait Sephora qui voulait essayer, oui. Tu parles de ça? Non. Tu parles de quoi? Utilise un lexique approprié. Tu veux me dire un point de la fonction ou sur un des axes? Oui. Le point qui termine, ça peut être partout. Tu pourrais par exemple me dire les coordonnées de ce point. Comme il y a des axes qui nous donnent un repère. Et moins 3. Ce point-là, c'est donc quoi? Alors, le point, ce n'est pas dans l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions, c'est un intervalle qui fait partie de l'axe des abscisses. Mais par contre, tu as raison sur le fait que je vais trouver l'ensemble des définitions à partir des deux points qui se trouvent l'un le plus à gauche et l'autre le plus à droite dans la courbe. Oui? Oui? Alors, c'est correct, mais du coup, tu as trouvé comment? Et alors, effectivement, l'ensemble des définitions, c'est bien celui que tu m'as donné, c'est moins 4, 3. Pourquoi? Parce qu'on exploite le point de départ, celui qui se trouve à l'extrême gauche, et le point de fin, celui qui se trouve à l'extrême droite. Et je regarde en fait quelles sont les valeurs des x qui peuvent être prises au milieu, entre les deux points rouges. Et je remarque que toutes les valeurs entre moins 4 jusqu'à 3, bah, c'est des valeurs qui peuvent être prises par ma fonction. En fait, elle a le droit d'exister à partir de ce moment. Donc, avant ce moment-là, il n'y a rien. La fonction, elle n'existe pas avant. La fonction, elle n'existe pas non plus après.
Donc, je vais écrire que son ensemble de définition, c'est l'ensemble moins 4, point virgule, 3, qui appartiendra donc à l'axe des abscisses. Joseph, ça va ou pas? Eva? Oui. Quand on ne voit pas la fin de la courbe, ça veut dire qu'elle s'arrête quand même. Ici, on la voit, la fin de la courbe. Oui, mais si par exemple on ne la voit pas. Oui. Elle continue, Alors, en général, du coup, on ne te posera pas ça comme question. Il faut que ce soit visible. Sinon, d'accord? mais le point de départ, c'est moins 30. Tu parles dans la hauteur? Mais du coup, nous, on ne regarde pas la hauteur, on regarde les x, on regarde les abscisses. Si on faisait comme tu avais dit, ce serait du coup de moins 3 jusqu'à 3. On pourrait aussi le regarder, tu vois, sur cet axe-là. D'accord? Mais par définition, l'ensemble de définition, ce n'est pas l'ensemble des images, c'est l'ensemble des antécédents. Quels sont le ou les antécédents de 0 par f? Alors, j'efface tout. Qui veut essayer de répondre? Ça veut dire quoi les antécédents de 0? Sarah? Oui. Et il y en a un troisième. Moins 2, il est là. Hein. C'est moins 3 plutôt. Ok. Vu la vitesse et le fait que tout le monde est en train de regarder sans cligner des yeux, ça devrait aller. Belaïd, ça va? Voilà, sauf Belaïd. En fait, j'ai perdu ma feuille. Quelle feuille? En fait, comme je n'ai pas mon cahier de brouillon, j'ai tout écrit sur une feuille que j'ai mis dans mon cahier. Le problème, c'est que je ne retrouve pas la feuille. Est-ce que je peux juste te demander de te concentrer sur ça un moment? Dernière deux questions. Combien d'antécédents possède 2? C'est une question de combien? Donc vous répondez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2000. Combien d'antécédents possède la valeur 2? Un seul, effectivement. C'est celui-là, mais ça ne nous intéresse pas de le connaître, juste un seul. Et enfin, quelle est l'image de moins 2? David, parce qu'il n'a pas encore parlé. En effet, moins 2, il est là. Son image, je la lis juste ici, c'est la valeur 1. Voilà. Vous voyez que avec ces indicateurs qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, du coup, image, antécédent et ensemble de définition, on peut donner une description des fonctions. Mais comme les fonctions, c'est vraiment très important, aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouvel outil pour décrire les fonctions. Cet outil, ça porte le nom de, et là, vous pouvez commencer à marquer, du coup, notre chapitre 6, alors les variations des fonctions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais vous expliquer très rapidement. Tu veux dire un truc, David? Alors, ça, ce sont les types de fonctions. En fait, je t'explique, quand tu dis ça, c'est comme si tu allais au zoo, on dit au zoo en français, et que tu disais, ok, là je suis en train de visiter les animaux, il y a différents types d'animaux. Par exemple, il y a les reptiles, les félins, d'accord? Et quand tu dis ça, tu dis la même chose imagine tu entres au zoo des fonctions, et tu dis, ah, là il y a les fonctions affines, là il y a les fonctions linéaires, et là il y a les fonctions constantes. Voilà, ce sont des types de fonctions. Mais les variations, c'est une caractéristique de chaque fonction. Par exemple, c'est le nombre de pattes d'un animal. Eh bien, chaque animal a un certain nombre de pattes, peut-être 0 si c'est un serpent, mais voilà. Et la même chose que je peux faire pour les fonctions, c'est-à-dire que je peux étudier les variations d'une fonction à tout moment. La variation d'une fonction, en fait, c'est l'étude de comment elle va croître ou décroître. C'est-à-dire, prenons l'exemple qu'on vient de voir. Vous avez copié le titre? Ok. Du coup, pardon, je vais faire mon tour de magie. Bye bye. Donc, vous avez vu cette belle fonction, hein? Et en fait, les variations de cette fonction, c'est quoi? Eh bien, c'est de se poser la question tout simplement, quand est-ce que la fonction, qui d'ailleurs s'appelle f, non? Quand est-ce que f monte et descend? Je m'explique. Regardez-la un instant, cette fonction. Clairement, il y a des moments de sa vie où tout se passe bien dans sa vie et elle monte vers le ciel très heureuse. Vous voyez bien que
entre ce point et ce point, la fonction, elle fait une montée. Elle est en train d'augmenter, clairement. Vous voyez, ces valeurs, elles passent de moins 3, très bas, jusqu'à 1. Donc, clairement, elle est en train de monter. Par contre, à partir de ce point-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Très clairement. Et après, par contre, elle remonte. Est-ce que c'est facile, ça, de distinguer où est-ce qu'elle monte et où est-ce qu'elle descend? En fait, si vous voulez le savoir, c'est très simple. Juste imaginez d'avoir une petite bille, vous savez, comme les billes avec lesquelles vous jouez peut-être quand vous étiez enfant. Bah, juste vous la posez et vous regardez si ça tombe ou ça monte une fois que vous la poussez du coup sur la fonction. D'accord? Juste pensez à l'effet de gravité, d'accord? Alors, maintenant qu'on a bien identifié qu'il y a des morceaux où ça monte, des morceaux où ça tombe, eh bien, on peut passer à dresser un truc qui s'appelle, avec pas beaucoup de fantaisie, hein, je peux dresser, et ça vous l'écrivez s'il vous plaît, dresser un tableau des variations. Eh bien, en fait, ça veut dire juste de transporter les choses rouges et vertes que je vous ai tracées sur la fonction dans un tableau. On aime bien les tableaux. Les tableaux, ce sont des outils de lecture rapide des informations. Alors, pour faire un tableau, j'ai fait un gros rectangle, comme ça. Et dans ce tableau, eh bien, la première chose que je fais, c'est justement de faire une petite ligne de séparation. D'accord? Pour me dire que ici, je vais mettre juste x, ici, je vais mettre la fonction f, et maintenant, je vais reporter les choses que j'ai vues sur la fonction. Qu'est-ce que j'ai vu dans la fonction? Quelles étaient les trois directions qu'elle pourrait prendre? Il y avait deux directions vertes et une direction rouge, n'est-ce pas? Oui. Au départ, la direction était... Elle montait. Pardon, du coup? Oui, donc, ça veut dire que je peux tracer une flèche dirigée vers le haut, qui va symboliser le fait que la fonction, au départ, elle était verte, donc elle montait. Par contre, après, il se passe une phase rouge, donc où elle descend, donc une flèche rouge. C'est approprié. Et enfin, on avait une dernière phase où la fonction, elle est à nouveau verte. Donc maintenant, avec ces trois flèches, vous voyez, je suis en train de donner un résumé du comportement de ma fonction. Autrement dit, si en français avant je pouvais dire elle monte, elle descend, elle monte, maintenant je peux utiliser des flèches pour représenter ce changement de direction. Flèche vers le haut en diagonale si ça monte, flèche vers le bas en diagonale si ça descend. Maintenant, je vais vous apprendre aussi, il y a des mots appropriés à utiliser dans ce cas-là, mais pour le moment, j'aimerais juste vous convaincre d'un fait très simple, c'est que tracer un tableau des variations, c'est super méga facile. N'est-ce pas? Ça va, vous êtes capable de dire quand est-ce qu'une ligne monte et quand est-ce qu'une courbe descend. N'est-ce pas? Oui. Quoi? Alors, dans ce cas-là, tu vas faire une ligne horizontale, mais concrètement, on ne rencontre quasiment jamais des fonctions qui sont constantes. Oui, Belaïd? Monsieur, c'est juste ça, un tableau de variation? Non, c'est pas fini. Tu vois qu'il y a quand même beaucoup trop de vide. Ah oui, c'est ça aussi. Oui, mais tu vas voir, ce n'est pas trop dur non plus, hein. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est très simple, on va compléter les espaces vides. Et moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, quand est-ce que ça commence, ce mouvement de monter vers le haut. Revenons à l'instant à la fonction. Alors déjà, vous voyez bien, il y a une claire équivalence entre la partie verte à gauche et la partie verte à droite, la partie rouge au milieu, la partie rouge au milieu à droite, et la partie verte à gauche, la partie verte à droite. Mais elles ne sont pas pareilles. Les deux verts ne sont pas pareils, évidemment. Qu'est-ce que ça change? Ça change que le premier vert, il commence à ce point-là, le point noir. Et c'est quelle coordonnée qui a ce point? -4 et -3.
Ça, c'est moins 3, je vous rappelle. Et alors, tout ce que je fais dans le tableau, c'est juste de le noter. Et du coup, moins 4, moins 3, on l'a dit. Hein. Entre moins 4 et moins 3, à votre avis, c'est qui x? Moins 4 et moins 3, ce sont les coordonnées du point. Mais du coup, parmi ces deux coordonnées, c'est laquelle x et laquelle y? Moins 4. Exactement. D'accord? Donc, ça veut dire que x, ce moins 4, eh ben, on va l'inscrire juste là-haut. Vous voyez? Exactement à la même hauteur que l'espace à gauche de la flèche. Et qu'est-ce que je vais mettre dans l'espace que je viens d'encercler, à votre avis? 1, moins 3. Exactement, Belaïd. Pourquoi? Tout simplement. Du coup, parce que... Je pensais que tu voulais compléter. Pourquoi? Non, parce que le point est à moins 3. Donc, l'image de moins 4, l'image par f, elle est située exactement à la hauteur moins 3. Du coup, ça devient simple de compléter parce que du coup, vous l'avez compris, j'imagine, il y a une valeur vide ici à remplir, une valeur vide ici à remplir, une valeur vide ici à remplir, et logiquement, 3 autres valeurs vides correspondantes pour les x. Une ici et une ici. Ok? Je vous réaffiche la fonction. Et après, je te donne la parole, Belaïd. Donc, le deuxième point que j'ai mis ici en orange, il a quelles coordonnées? Moins 2 et? Voilà. Donc, je vais mettre moins 2, c'est toujours les x. 1, ce sont les images. Donc, vous voyez, quand je lis un tableau des variations, je peux par exemple maintenant dire automatiquement, sans trop me poser des questions, que entre moins 4 et moins 2, donc pour x qui varie entre moins 4 et moins 2, la fonction, elle passe de moins 3 jusqu'à 1. Donc, c'est une augmentation, vous voyez, elle monte. Qu'est-ce que tu voulais demander, Belaïd? C'est bon? Ah. Les autres valeurs, du coup. Je vais prendre la couleur bleue, ici. Ce point-là, il a quelle coordonnée? Tout à fait, et du coup, je vais le noter. D'accord? Et enfin, une dernière couleur. Je vais prendre un peu de violet, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et du coup, le dernier point, c'est le point là-haut. Celui-là. Il a quelle coordonnée, lui? Exactement. Donc, je vais me le noter juste là. 3, 3. Ça, c'est votre premier tableau de variation. Bravo! Pardon, Sarah? Je sais, mais je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte. Par contre, si tu veux, tu peux te mettre juste là derrière. Je sais, c'est embêtant. Mais par contre, tu es à côté du radiateur. Normalement, ça devrait un tout petit peu aider. T'as pas un manteau? Oh, quel geste de gentillesse extrême. Alors, est-ce que ça va ou il y a des difficultés? Alors, venons du coup au lexique mathématique, parce que vous savez, quand on parle en général en mathématiques, on aime bien dire les choses de façon très précise. Eh bien, du coup, j'aimerais juste vous dire 2 mots. On dit, oui, on dit que la fonction est... Alors, à la place de dire elle monte ou elle augmente, qui n'est pas... C'est pas très joli, vous voyez. On dit plutôt qu'elle est... Oui, qui l'a dit? Bah super. Et donc, dans cet exemple, la fonction, elle est croissante où? Attends, d'abord sur la partie croissante. On dit que la fonction, elle est croissante sur les intervalles
Alors, pas les intervalles positifs, non, je veux connaître leur identité. Quels sont les intervalles, du coup, quand on parle d'intervalle, c'est toujours sur l'axe des abscisses. Quels sont les intervalles où la fonction elle est croissante? Alors, je veux des identités, tu vois. Tu me donnes un point de départ, un point d'arrivée. Alors, tu as déjà parlé, Elliot. Moins 4, moins 2. Et c'est tout? Exactement. Donc, clairement, elle est croissante donc de moins 4 jusqu'à moins 2 et de 0 jusqu'à 3. Alors là, je suis en train de vous l'assurer un verre, mais vous n'avez pas à le faire, hein, c'est juste pour être clair. Et ça, on dit en général, du coup, dans ces parties-là, c'est croissante. Et comme je sens que tu as envie de le dire, du coup, Eva, comment on appellera dans la partie rouge la fonction? Ben oui. Et donc là, on va dire, on dit que la fonction est décroissante. Excusez-moi, je vais vous le faire en majuscule quand même. Sur l'intervalle, du coup, il n'y en a qu'un cette fois-ci. Et c'est quel intervalle? Je vous le réaffiche. Voilà. Oups, pardon. Moins 2, 0. Alors, petit dessin. Donc, ça, c'est l'intervalle rouge. Et là, la fonction, elle est clairement décroissante. Ah. OK? Alors, l'intervalle des variations, par contre, c'est juste les flèches et les chiffres. Le reste, les couleurs, tout ça, vous pouvez tout oublier. Tout ce qui compte, ce sont la position des flèches, qui doivent être dans la bonne position, hein, et évidemment, les valeurs. Les valeurs, elles sont importantes. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Les valeurs, ça compte. OK? Donc, dans ce chapitre-là, nous allons étudier les variations des fonctions. Donc, autrement dit, je vais vous donner des fonctions et vous allez m'en faire le tableau des variations. OK? Ou peut-être l'inverse, hein, je ne sais pas. On verra. Et on va aussi étudier quelques autres petites propriétés que l'on peut déduire à partir des variations. Mais dans tous les cas, la chose importante à comprendre dans les variations, c'est donc ces deux termes, croissante et décroissante. Et vous voulez savoir comment je fais moi pour m'en souvenir? Ben, je pense à ça. Et je suis certain que vous y avez aussi pensé. Ouais, vous avez jamais pensé à pour quelle raison on l'appelle comme ça? Parce qu'il monte et il descend. Mais quand C'est comme la lune. C'est comme la lune. Mais oui, Sarah, exactement. Ah, mais c'est pas évident, hein. Parfois, moi je connais plein de monde auquel on a dit ah oui, le croissant sur le croissant et qu'on n'a jamais fait la relation avec la lune. D'accord? Ok? On dit un croissant de lune parce que, vous savez, il y a 14 jours du cycle lunaire lors desquels, effectivement, il y a cette croissance à chaque fois du morceau de lune qui se trouve à ne pas être ombragé par la Terre. Et du coup, maintenant, j'espère que vous associerez au tableau des variations cette histoire de penser au croissant. Pas de pain au chocolat. Vous me faites celui-là dans les cahiers exercices, s'il vous plaît? Un petit truc préliminaire qui pourra vous aider, je sais que c'était la chose qui vous a posé le plus de problèmes sûrement, c'est juste de remplir un peu les valeurs pour être un peu plus clair au niveau de quelles sont en fait toutes ces valeurs, où elles existent ou elles n'existent pas. D'accord? Là, je mets tout et elle arrive jusque là où c'est moins 3. OK. Maintenant, elle existe clairement à partir de ce point-là jusque là. Moi, je sais que ce point-là, l'extrême ici, c'est 2,5. Donc, je vais dire que l'ensemble des définitions, ça va être 2 moins 2,5 jusqu'à
Bah, moi, j'ai envie de dire juste 2,2. C'est pas grave si c'est pas précis. L'important, c'est de donner une réponse approximativement correcte. Et là, on y est. D'accord? Donc, de moins 2,5 jusqu'à à peu près à 2,2. 2,3 ou 2,1 était acceptable. Quels sont les points où elle atteint son maximum et minimum? Alors ça, c'est un truc que je ne vous ai pas encore expliqué, mais que je trouve c'est très simple. Donc je pense que vous avez donné déjà les bonnes réponses. Regardons-le ensemble. Le maximum, c'est l'endroit où la fonction, elle touche le plus grand sommet. Moi, je pense que c'est celui-là. Je vais l'appeler grand M. Et le minimum, du coup, ça va être l'endroit où elle est au plus bas. Et donc, je dirais que c'est celui-là. Je vais l'appeler petit m pour distinguer minimum et maximum. Et du coup, comme il demandait quels sont les points où elle atteint maximum et minimum, bah, du coup, je vais juste écrire leurs coordonnées. Et donc, la coordonnée du maximum, c'est... Oui, Mathis? Oui. 1,5. Exactement. Et les coordonnées du minimum? Moins 1,3, 2,7. Alors, du coup, c'est moins 2,7. Attention au signe, parce que du coup, c'est négatif. Mais tout à fait correct. Et maintenant, bah, on n'a qu'à tracer le tableau des variations. Alors, le tableau des variations, du coup, je me fais un peu d'espace juste à côté. Je fais mon grand rectangle noir. Tac. Désolé si c'est pas très droit. Ça va, Sarah? Non, tu faisais juste du bruitage un peu particulier. Et du coup, je me suis dit... Et tu sais, un truc, Pierre, qu'on n'avait vraiment pas envie de le réentendre. Donc, si tu peux juste nous priver de ta voix, hein, ce serait bien. Ok. Oui, Asita? Pourquoi le? Tu parles de celui-là. Tu n'as pas compris pourquoi c'est lui le minimum. Est-ce que c'est clair pour quelle raison lui c'est le maximum? Ok. Le minimum et le maximum, ils ne sont pas par rapport à l'axe des abscisses. C'est par rapport à l'axe des ordonnées. Le minimum, c'est là où l'ordonnée est la plus petite possible pour la fonction. C'est ici. Après, tu vois, ça, cette partie-là, elle est plus haute que le point M. Et cette partie-là aussi, elle est clairement plus haute que le point M. Ce point-là, il est le maximum parce que tout ça, c'est plus petit que lui. Et tout ça, c'est plus petit que lui. D'accord? C'est par rapport, du coup, à l'axe des ordonnées que tu fais cette estimation de la hauteur. D'accord? Et ici, du coup, si je remplis, ça me fait d'abord une flèche. Du coup, là, je vous refais les mêmes couleurs, hein, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste moi pour être clair. Donc, d'abord, je descends. Ensuite, je monte. Et enfin, je redescends. Et là, je vais compléter avec les valeurs. Ça, c'est F. Hein. D'abord, je me trouve à l'endroit qui s'appelle moins 2,5 et la valeur des ordonnées, c'est moins 2. Je descends et j'arrive au point... Ah, mais en fait, je le connais déjà, c'est le point petit m. Donc, c'est le point moins 1,3 et le point moins 2,7. Et la valeur, pardon, moins 2,7. Ensuite, il y a une grande remontée dans toute cette partie-là. Jusqu'à la valeur grand M. Et grand M, il a comme coordonnée, on l'a dit, 1, x, et y, c'est 1,5, donc je me le marque juste là. Et ensuite, il y a une redescente, toute cette partie-là, jusqu'à la fin. Et donc, ici, à la fin, x est égal, on l'a vu déjà, à 2,2. Et à un tout petit en bas, il y a comme valeur moins 1. Maintenant, regardez un instant juste lui. La chose intéressante, c'est que dans le tableau des variations, on pouvait, si on avait eu seulement ça, de ça, on aurait aussi pu déduire toutes les autres choses qu'on a déjà dit. Parce que là-dedans, je peux lire très facilement quel est l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions, il commence à moins 2,5 et il arrive jusqu'à 2,2. Donc clairement, lui, bah, c'est moins 2,5, 2,2. Et c'est la réponse à ma première question. Vous vous rappelez quel est l'ensemble des définitions? Je le lis directement dans le tableau des variations. Mieux que ça, le minimum et le maximum de la fonction, aussi ça, c'est lisible à partir du tableau des variations.
je peux dire par exemple que assez facilement, en plus je pense, ce point-là, c'est le point de minimum. Et d'ailleurs, je le vois parce que c'est la valeur la plus petite. Moins 2,7, c'est clairement la valeur la plus petite possible. Et la valeur la plus grande possible, c'est clairement 1,5 ici. Les autres, c'est moins 2, moins 2,7, 1,5 et moins 1. Non, d'ailleurs, c'est la seule positive. Donc, ça doit être celle-là. Donc, vous voyez, le tableau des variations, elle contient d'autres informations empiriques. C'est la différence entre mon tableau et ce. Ah, tes yeux ont fait ça. D'accord? Donc, dans un tableau des variations, il se cache d'autres informations que juste le fait croissant, décroissant. Et d'ailleurs, ici, la fonction, elle est croissante entre moins 1,3 et 1. Elle est décroissante entre moins 2,5 et moins 1,3 et entre 1 et 2,2. D'accord? Fonction décroissante. Donc, sachez que pour jeudi prochain, vous aurez un exercice dans lequel je vous demanderai de tracer un tableau des variations. Alors, juste un petit détail. J'aimerais bien que vous écriviez toujours comme ça. Hein. C'est le tableau singulier des variations plurielles. Parce que dans un tableau des variations, vous pouvez avoir plusieurs variations. La variation vers le haut, donc la croissance, ou la décroissance. D'accord? Et ce petit symbole de la flèche qui va de en bas à gauche vers en haut à droite et de en haut à gauche vers en bas à droite, bah, ça s'utilise vraiment jusqu'à l'université. Ne vous inquiétez pas parce que vous devez savoir, il y a un truc que vous ne savez pas. Il y a 2 salles dans tout le lycée qui ont été aménagées pour pouvoir héberger un grand nombre d'élèves. C'est la salle 117 et la salle MDL, Maison des lycéens. En fait, elles ont été complètement libérées et ensuite des tables ont été placées de sorte à que la distanciation soit respectée. Donc, toute la classe peut venir. Les salles, comme elles sont très prisées parce que tout le monde veut faire des devoirs en classe entière, moi j'ai dû sélectionner c'était le seul créneau disponible, vous devez me croire. Donc c'était de 8 à 9. Ça, 117 et c'est de 8h à 9h.